Le 7 septembre, l'Ukraine a célébré la journée du renseignement militaire, dédiée à honorer les réalisations de son unité de renseignement de la défense. Unité de renseignement de la défense. Pour commémorer cet événement, l'unité de renseignement de la défense a publié un documentaire intitulé « 33 ans de garde ». Selon ces mots, il raconte l'histoire de ceux en première ligne pour la liberté et l'indépendance ukrainienne depuis plus de 30 ans. L'unité de renseignement de la défense est en effet au centre de la résistance de l'Ukraine contre l'invasion russe depuis l'entrée de la Russie en 2014. Elle s'était profondément impliquée dans de nombreux aspects cruciaux de la riposte de l'Ukraine et a été responsable de certains des plus grands succès de l'Ukraine pendant la guerre. En fait, son rôle est devenu encore plus prononcé à mesure que la guerre s'est prolongée. Comme l'a souligné le chef du direction principale du renseignement Kirilo Badanov dans son discours au personnel du direction principale du renseignement lors de cette journée spéciale. Aujourd'hui, nos activités sont devenues plus actives et innovantes, mais non moins mystérieuses. Analysons de près le direction principale du renseignement, son rôle croissant dans la guerre et son impact pour perturber et désorganiser l'armée russe. Clarifions d'abord la confusion sur l'abréviation de cette branche influente de l'armée ukrainienne. Si vous suivez la guerre russo-ukrainienne, vous connaissez sûrement le direction principale du renseignement. On l'appelle souvent le direction principale du renseignement ou HUR, mais ces acronymes sont inexacts. L'agence s'appelle officiellement Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, abrégée en ukrainien, et traduite en anglais par Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Cependant, en ukrainien comme en russe, la première lettre peut se prononcer soit G, soit H, selon le mot, d'où vient l'abréviation Direction principale du renseignement. Bien que les deux termes soient largement utilisés, y compris dans les médias ukrainiens, pour les anglophones, l'abréviation correcte est en réalité dispositif intra-utérin. Le dispositif intra-utérin a été formé avec les ressources de renseignement des districts militaires de Kiev, Odessa et Karpats, ainsi que du direction principale du renseignement des forces armées soviétiques, suite à la dissolution de l'Union soviétique et à l'émergence d'une Ukraine indépendante. Initialement, deux agences de renseignement ont été créées, la Direction du renseignement de l'état-major général des forces armées d'Ukraine en février 1992 et la Direction du renseignement militaire stratégique du ministère de la Défense en septembre de la même année. La coexistence de deux agences aux missions similaires sous des autorités différentes s'est avérée inefficace. L'année suivante, un décret présidentiel a fusionné les deux agences. Le 14 avril 1994, l'agence a été renommée dispositif intra-utérin. Plus tard, en 2001, l'agence a obtenu le statut d'autorité gouvernementale spéciale. Moins d'un an après sa création, la dispositif intra-utérin imposait déjà sa présence. En 1995, la dispositif intra-utérin a été essentiel pour contrer la première tentative russe de contrôle sur la Crimée, via le président Yuri Mekhkov. Après l'indépendance de l'Ukraine en 1991, la majorité russe de Crimée a organisé un référendum sur l'autonomie. La question était, soutenez-vous le rétablissement de la République socialiste soviétique autonome de Crimée en tant que sujet de l'Union des républiques socialistes soviétiques et participant au traité d'union? Plus de 81% ont voté, dont 94,3% pour le oui. Des bouleversements diplomatiques et politiques ont suivi, culminant avec l'élection de Meshkov en 1994. Le gouvernement ukrainien a dénoncé cette décision comme anticonstitutionnelle, notamment grâce au travail du dispositif intra-utérin. La République de Crimée a été abolie par le Parlement ukrainien en 1995 et la Crimée a été rendue à la souveraineté ukrainienne cette même année. Mykola Vakoliad, officier du renseignement du dispositif intra-utérin et commandant du contingent ukrainien de maintien de la paix en Bosnie, a négocié avec Ratko Mladic, chef serbe de Bosnie, durant le siège de Zepa. Ces actions ont contribué à l'évacuation et au sauvetage de plus de 10 000 musulmans bosniaques, qui autrement auraient été confrontés à un massacre. Comme le génocide de Srebrenica survenu peu avant. Les officiers du dispositif intra-utérin ont aussi assuré la sécurité et la paix en Irak avec la coalition internationale de 2002 à 2005. En 2003, la Russie a attaqué la Crimée et commencé à construire un barrage sur l'île de Tuzla, dans le détroit de Kertch. Encore une fois, grâce au travail opérationnel des officiers du dispositif intra-utérin, la deuxième tentative d'annexion de la péninsule par la Russie a été déjouée. Selon le dispositif intra-utérin, sa période la plus difficile fut entre 2010 et 2014. Le président pro-russe Viktor Yanukovych avait été élu en 2010. Selon le dispositif intra-utérin, il a placé des agents russes à la tête du ministère ukrainien de la Défense, affaiblissant systématiquement le renseignement militaire ukrainien.
Au moment où la guerre civile qui a suivi le Maïdan de 2014 a éclaté dans le Donbass, un accord interétatique avait été signé avec la Russie, interdisant les activités de renseignement mutuelles. Ainsi, le dispositif intra-utérin manquait d'informations sur l'armée russe, ses mouvements et la concentration de ses forces à la frontière. Lorsque les séparatistes du Donbass soutenus par la Russie se sont séparés de l'Ukraine et que les tirs ont commencé, les officiers du dispositif intra-utérin ont dû rétablir vite la capacité de combat de l'agence et obtenir des renseignements essentiels pour stopper l'offensive russe. Tout au long de cette guerre civile, qui s'est poursuivie à des degrés divers d'intensité de 2014 jusqu'à l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, le dispositif intra-utérin a été fortement impliqué et s'est distingué à de nombreuses reprises. À plusieurs reprises, des officiers supérieurs du dispositif intra-utérin ont perdu la vie ou été grièvement blessés en action. On peut dire que la contribution la plus remarquable du dispositif intra-utérin pendant cette phase de la guerre a eu lieu lors de la longue bataille pour l'aéroport de Donetsk. Au début de la guerre, l'unité du dispositif intra-utérin du colonel Maxime Chapovol rassemblait des preuves de l'agression du Kremlin et des informations sur l'artillerie russe. Elle a opéré en profondeur chez l'ennemi et s'est illustrée lors des combats pour la hauteur stratégique de Savor-Mikhaïla. L'unité s'est ensuite retrouvée à l'avant-garde de la bataille pour l'aéroport et a été responsable de sa première libération. On les appelle cyborgs pour la puissance et la précision de leur combat. Chapovol, tué au combat en 2017, a reçu à titre posthume l'ordre de l'Étoile d'Or, héros de l'Ukraine, pour sa bravoure. Une réserve spéciale du direction principale du renseignement dirigée par Chapovol porte son nom. Le lieutenant principal Yevhen Zelensky, officier du direction principale du renseignement, est mort au combat et a reçu à titre posthume le titre de héros de l'Ukraine. Bien que son nom de famille ressemble à celui du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il n'est pas clair s'ils sont, ou plutôt s'ils étaient, apparentés. Le 17 juin 2014, en pleine guerre, le groupe de Zelensky du 8e régiment spécial a reçu pour mission de libérer les volontaires du bataillon IP1DAR, des séparatistes. Les officiers ont accompli leur mission, mais sont tombés dans une embuscade en fuyant. Zelensky a personnellement couvert le repli d'un véhicule blindé de transport de troupes touché par un obus ennemi, protégeant ses camarades de l'explosion avec son propre corps. Une semaine plus tard, il est mort de ses blessures à l'hôpital militaire de Kiev, à seulement 23 ans. Il y a beaucoup d'autres histoires d'ingéniosité et d'héroïsme du direction principale du renseignement pendant cette période que nous pourrions raconter. Il suffit de dire que la guerre civile est devenue une invasion russe à grande échelle en 2022. Le direction principale du renseignement était devenu une véritable épine dans le pied des forces armées russes. Selon sa propre description, aujourd'hui il vaudrait mieux parler d'une rangée de lames de rasoir dans la selle plutôt que d'une simple épine. Alors que la guerre a évolué d'une guerre plus traditionnelle, basée sur la manœuvre, vers une combinaison de guerre d'usure et de guerre asymétrique. Le rôle du dispositif intra-utérin dans les efforts militaires de l'Ukraine s'est élargi. Le dispositif intra-utérin fournit aujourd'hui des renseignements à la direction ukrainienne et collabore avec la CIA et le Military Intelligence, SIS. Ces activités variées incluent le renseignement sur le champ de bataille, les raids derrière les lignes ennemies, les opérations navales, la guerre par drone et les opérations de cybersécurité. Ou, comme l'a dit Boudanov lors du discours que nous avons cité plus tôt, nous exposons les plans du Kremlin, trouvons les points faibles des envahisseurs, affaiblissons leurs capacités et sapons leur potentiel militaire et économique. Dans le monde high-tech actuel, nous avons mené des actions asymétriques. Les entreprises, les navires et les aérodromes de la Fédération de Russie tremblent sous nos attaques. Nous détruisons l'infrastructure militaire de l'ennemi. Comme nous le verrons, les actes du direction principale du renseignement en disent plus que ces mots. Mais si une image vaut 1000 mots, rien n'en dit plus sur ce qu'est le direction principale du renseignement que son emblème. En 2016, le direction principale du renseignement a remplacé son emblème par une chouette, plantant une épée dans la Russie. La chouette elle-même est clairement une pique envers l'emblème du Spetsnaz, les forces spéciales du direction principale du renseignement russe, les adversaires directs du direction principale du renseignement. L'emblème du direction principale du renseignement est une chauve-souris, proie naturelle de la chouette. L'implication est évidente. Pour renforcer l'idée, la devise latine du direction principale du renseignement Sapiens dominabitur astris signifie « Le sage dominera les étoiles ». La devise du direction principale du renseignement « Seules les étoiles sont au-dessus de nous ». D'après le site du direction principale du renseignement, leur devise répond aux directions principales du renseignement au nom de milliers d'officiers ukrainiens restés anonymes. Mais grâce à qui? L'Ukraine protège l'Europe de la Russie depuis 8 ans. Le nouvel emblème a indigné journalistes et politiciens russes, certains le jugeant provocateur. Avant l'invasion russe de 2022, la seule unité de reconnaissance du direction principale du renseignement était une unité spéciale sous le 4e service de renseignement, la 10e unité spéciale indépendante à Kiev, sous la direction de Boudanov, qui a remplacé le général Vassil Berber le 5 août.
et n'aura 40 ans, qu'en 2026 l'agence a connu une croissance fulgurante. Début 2025. Le direction principale du renseignement dirigeait 9 bataillons de reconnaissance, un centre de formation et au moins 20 unités de Spetsnaz ou forces spéciales. Cela comprend des noms légendaires du conflit que vous reconnaîtrez si vous suivez la guerre sur la chaîne. Comme la compagnie de tireurs d'élite et de reconnaissance Ronin, les bataillons Shaman, Nobody et les unités spéciales Kraken, Ghost, Timur. Le célèbre groupe 13 dépend aussi du dispositif intra-utérin. Les experts en drones navals sont accusés de multiples attaques contre navires, hélicoptères et avions russes, causant plus de 500 millions de dollars de dégâts. Le porte-parole du dispositif intra-utérin, Andrei Youssov, résume parfaitement les activités de l'unité. Dans beaucoup de cultures, le chiffre 13 est vu comme malchanceux. Pour les occupants russes, oui, a-t-il déclaré. Mais on peut dire que la formation de combat la plus reconnaissable du dispositif intra-utérin est la Légion internationale. Dans ses propres termes, cette unité spécialisée rassemble des militaires professionnels du monde entier pour vaincre les ennemis de la liberté. La Légion regroupe des volontaires, surtout d'anciens militaires de plus de 50 pays opérant de façon autonome et majoritairement autofinancée. L'unité a participé à des batailles clés à travers l'Ukraine, notamment à Kiev, Kharkiv, Mykolaïv, Kherson, Zaporizhia, Severodonetsk et Bakhmout. Mais ce ne sont là que quelques-unes des batailles et des théâtres où les différentes unités du dispositif intra-utérin ont fait et continuent de faire une réelle différence. Dès le début de l'invasion russe, les combattants du dispositif intra-utérin avec la garde nationale ukrainienne et d'autres ont défendu l'aéroport de Hostomel, près de Kiev. Des parachutistes russes avaient été envoyés pour s'emparer de l'aérodrome afin de l'utiliser comme tremplin pour une attaque contre la capitale. Mais une forte résistance a empêché Moscou de prendre Kiev en 3 jours. En 2022, les forces spéciales du dispositif intra-utérin et d'autres agences militaires ukrainiennes, dont le service de sécurité d'Ukraine, ont participé à la libération de l'île aux serpents. Le drapeau ukrainien planté par les forces victorieuses est devenu un symbole de victoire. À l'été 2023, les activités du dispositif intra-utérin se sont étendues, les drones devenant essentiels pour la reconnaissance et la domination du champ de bataille, sur et derrière les lignes ennemies. Leurs opérations de subterfuge et de renseignement sont restées centrales dans leurs activités. En août 2023, le dispositif intra-utérin a mené l'opération Titmouz, convainquant un pilote de Mi-8 russe de faire défection avec des renseignements sur l'aviation russe et des pièces détachées pour avions à réaction. Le groupe d'élite Co-13 a joué un rôle clé dans la campagne de l'Ukraine qui a poussé la flotte russe à quitter la Crimée pour se réfugier plus à l'est sur la côte russe de la mer Noire. La campagne de drones navals du groupe 13 a été meurtrière, touchant des navires russes comme la corvette Ivanovets, le César Kounikov et le Sergueï Kotov. Grâce à des technologies avancées, fournies par l'OTAN ou développées localement, les drones navals du groupe 13 sont devenus plus létaux. En décembre 2024, ces drones Magura ont détruit un hélicoptère russe Mi-8 en Crimée, marquant la première destruction d'un hélicoptère par un drone naval. En mai 2025, cette unité a encore fait l'histoire. 2 chasseurs russes, Su-30, ont été abattus au-dessus de la mer Noire par des drones équipés de missiles air-air, une première historique pour des drones navals. Le groupe 13 n'est qu'une des unités du dispositif intra-utérin causant de lourds dégâts à l'armée russe récemment. Début août, l'unité spéciale Timor a stoppé une avancée russe près de Soumy, menant des raids derrière les lignes ennemies grâce à l'artillerie, des drones vus à la première personne et des combats rapprochés. Le dispositif intra-utérin a signalé la perte de plus de 8 compagnies russes. Quelques semaines plus tard, le 28 août, l'unité spéciale Ghost a frappé une corvette Bayan M armée de missiles calibre en mer d'Azov. Ils ont désactivé son radar, endommagé sa coque, l'obligeant à abandonner la patrouille. Quelques jours après, le dispositif intra-utérin réécrivait encore l'histoire. Cette fois, ils ont lancé un drone vu à la première personne depuis plus de 270 miles de distance. Ils ont frappé un autre Bayan M et établi un record du monde en réalisant la première attaque de ce genre jamais enregistrée contre un navire de guerre. Ces dernières semaines, les équipes du dispositif intra-utérin ont ciblé les installations radar et de défense aérienne en Crimée. Le raid initial de l'unité spéciale du Fantôme a détruit plusieurs cibles majeures, dont un radar S-400 et un dôme de suivi spatial GLONAS. Le dispositif intra-utérin a ensuite neutralisé des systèmes comme Nebo-M et Podlik Kaoun, ouvrant temporairement des couloirs aveugles dans la défense aérienne russe. Puis, le 5 septembre, le dispositif intra-utérin a publié des images multi-angles d'un raid en mer Noire qu'il avait mené en août. Le drone avait détruit le bateau d'assaut BL 680 de la Russie, un radar Harpoon B et une unité de guerre électronique Groza.
L'opération a montré que le dispositif intra-utérin s'est allié renseignement, technologie et surprise en une nuit de frappe. De plus, les Russes ignorent comment le dispositif intra-utérin mène ses raids en Crimée. Certaines de ces attaques semblent être menées avec des drones qui ne sont pas censés avoir la portée nécessaire pour atteindre la Crimée depuis l'Ukraine. Les spéculations sur les chaînes russes suggèrent que soit le dispositif intra-utérin utilise de nouveaux drones avec une portée étendue et des fonctionnalités furtives, soit qu'ils utilisent quant à peut-être une forme de drone naval. Vaisseaux-mers. De tels vaisseaux-mers pourraient être utilisés pour transporter des drones d'attaque près de la côte criméenne par la mer avant qu'ils ne soient lancés à distance vers la Crimée. Le tout étant contrôlé depuis l'arrière, sur le continent ukrainien. Étant donné la collaboration étroite du direction principale du renseignement avec des homologues étrangers, il n'est peut-être pas surprenant que les activités du direction principale du renseignement s'étendent bien au-delà des frontières de l'Ukraine. La plus célèbre de ces activités précède en réalité l'invasion russe et a eu lieu aussi loin qu'en Afghanistan. Après la prise du pays par les talibans, le direction principale du renseignement a été envoyé pour évacuer tous les Ukrainiens lors du départ chaotique des Occidentaux. Le 22 août, les officiers du direction principale du renseignement ont littéralement dû attraper les Ukrainiens et d'autres citoyens par le cou pour les sortir de la foule. Dans l'avion Ilyushin, 76 MD utilisés pour l'évacuation. Au total, 83 personnes ont été sauvées. Après l'échec des tentatives de l'armée canadienne et du département d'État américain pour évacuer les travailleurs afghans du Canada, le Canada a sollicité l'aide de l'Ukraine. La direction principale du renseignement a mené sa deuxième opération de sauvetage des interprètes le matin du 27 août, un jour après le départ du dernier avion d'évacuation canadien d'Afghanistan. Quelques heures plus tard, une attaque près de l'aéroport de Kaboul a tué au moins 170 Afghans et 13 soldats américains. Suite à cette opération, 29 personnes promises à l'exécution par le nouveau gouvernement afghan ont été sauvées. Puis, en février 2024, le dispositif intra-utérin a publié des images et vidéos montrant des officiers de son groupe Timor en train d'interroger des prisonniers russes du tristement célèbre groupe de mercenaires Wagner au Soudan. Cela faisait suite à une vidéo de drones ukrainiens éliminant des mercenaires russes et leurs alliés terroristes au Soudan. Le dispositif intra-utérin est généralement extrêmement discret concernant ses opérations à l'étranger, bien que ces opérations correspondent parfaitement à la promesse de Boudanov, faite en mai 2023, de détruire les criminels de guerre russes, n'importe où dans le monde, où qu'ils se trouvent. Le dispositif intra-utérin a également été impliqué dans quelques événements plus controversés à l'étranger. En août 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont adressé une pétition au président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer le soutien du gouvernement ukrainien au terrorisme international, notamment au Sahel. Cette démarche fait suite à des propos ukrainiens, suggérant l'implication de Kiev dans les attaques des rebelles Touaregs, ayant tué de nombreux soldats maliens. Les attaques avaient eu lieu le mois précédent dans le village de Tinzarbauten, au nord-est. Andriy Youssov, porte-parole du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, a affirmé que les rebelles disposaient des informations nécessaires pour attaquer. Après que les alliés de l'armée malienne du groupe Wagner russe ont confirmé des pertes lors des affrontements, le Mali et le Niger ont ensuite rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite de l'incident. Après la guerre brève et destructrice entre l'Iran et Israël plus tôt cette année, Tasnim a annoncé l'arrestation de 3 officiers du renseignement du dispositif intra-utérin. Ils auraient planifié une attaque contre l'usine Shahid Aviation Industry près d'Ispahan, en Iran, qui produit des drones comme le Shahid 136 et sa version russe, le Garand 2. Tasnim a indiqué que les 3 hommes avaient comparu devant la Cour suprême iranienne et avaient été condamnés à mort par pendaison. L'exécution était prévue sous 2 semaines, mais aucune date n'a encore été annoncée. Vu les dégâts et le coût causé à l'Ukraine par ces drones, cela peut se comprendre. Le dispositif intra-utérin profiterait du chaos causé par la soi-disant guerre de 12 jours pour porter un coup sérieux à leur production. Cependant, ces opérations militaires à l'étranger ne respectent pas le droit militaire international. Comme on l'a vu pour le Niger et le Mali, cela peut avoir des conséquences diplomatiques et politiques négatives. Encore plus déroutant, sur le plan de l'éthique et du droit international, sont les assassinats de plusieurs hauts gradés militaires russes à l'intérieur de la Russie, dans lesquels le dispositif intra-utérin a été impliqué. Un exemple marquant est le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces nucléaires, biologiques et chimiques russes, tué par un engin explosif sur une trottinette électrique à Moscou, en décembre 2024. Il est supposé que cette opération, ainsi que celle du capitaine Valery Trankovski et du spécialiste Mikhail Chatsky, ont été menées par le service de sécurité d'Ukraine. Le direction principale du renseignement étant centrale dans la planification et l'exécution, vous pourriez penser que ces responsables militaires ont eu ce qu'ils méritaient, comme d'autres.
Certains pensent que ces opérations entraînent des représailles plus atroces et une guerre sale, menaçant la sécurité de tous. Mais la guerre a toujours été une affaire très sale, et le direction principal du renseignement a prouvé qu'il y excellait vraiment. L'Ukraine, par exemple, se souciera peu de leur méthode si cela conduit à la victoire. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour suivre les actualités et analyses sur la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de regarder.